Et si la révolution la plus décisive d'Afrique ne venait ni de l'Occident, ni d'une ruée vers un nouveau filon, mais d'une simple idée, reprendre le contrôle? Et si, pour la première fois depuis l'indépendance, la maîtrise des ressources n'était plus une chimère, mais une réalité tangible, mesurable, presque palpable dans la vie quotidienne des citoyens? Imaginez une scène simple. Un enfant ghanéen, dans un village reculé, reçoit pour la première fois des manuels scolaires neufs, financés par l'or de son propre sol. Cette image, autrefois utopique, est désormais possible. Et tout cela grâce à un changement radical, presque silencieux, dans la manière dont le Ghana gère sa plus précieuse ressource. En seulement 4 mois, le Ghana a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus grâce à l'or. Pour bien comprendre l'ampleur de cette somme, rappelons-nous qu'en une année entière, certains pays africains ne perçoivent même pas la moitié de ce montant par l'ensemble de leurs exportations. Pourtant, aucune nouvelle mine n'a été creusée, aucun gisement inédit n'a été découvert. Le secret? Un retournement invisible mais radical, là où tant de ressources africaines se sont évanouies entre des mains étrangères. Cette révolution n'est pas née d'une technologie de pointe importée de l'étranger, ni d'une intervention miraculeuse d'une grande puissance. C'est le fruit d'une décision politique audacieuse fondée sur une idée simple: reprendre la main sur la comptabilité, la surveillance et la répartition des fruits des fruits du sous-sol. Longtemps, on a cru que la richesse tenait au sous-sol, mais la véritable transformation s'est produite ailleurs, dans la façon de compter, de surveiller, d'exiger sa part. Le Ghana a imposé que chaque gramme d'or exporté soit enregistré, pesé, vérifié par un organisme national, éliminant les circuits opaques et le siphonnage des profits. Pour la première fois, l'or ne disparaît plus dans les poches d'intérêts lointains. Désormais, il finance les familles, les écoles, les hôpitaux. Cette manne, autrefois dilapidée, irrigue enfin l'économie du pays. Pour donner un exemple concret, dans la région d'Ashanti, des hôpitaux publics ont pu rénover leurs équipements et des bourses scolaires ont été attribuées à des centaines d'étudiants issus de milieux modestes, grâce aux revenus de l'or désormais maîtrisés. Ce n'est pas seulement une réforme technique, mais un changement de rapport de force. Si l'Afrique ne s'inspire pas de cet exemple, elle risque de voir s'envoler, encore et toujours, les fruits de ses ressources et avec eux, son avenir. L'histoire regorge de parallèles. Pensons au Mexique du XIXe siècle, dont l'argent enrichissait l'Europe, ou au Congo belge, dont le caoutchouc n'a jamais profité aux Congolais. Les conséquences sont toujours les mêmes: pauvreté, dépendance, frustration sociale. Mais comment ce basculement s'est-il opéré dans un pays marqué par des décennies de dépendance? Tout commence par une décision inattendue, qui n'a laissé personne indifférent. Pour comprendre la portée de ce choix, il faut revenir sur le paradoxe ghanéen. Imaginez un trésor caché sous vos pieds, mais dont vous ne sentez jamais le parfum. C'est la situation du Ghana. Depuis plus d'un siècle, ce pays extrait de l'or par tonnes. Pourtant, la plupart de ses habitants vivent dans la pauvreté, comme si toute cette richesse n'existait pas. Pourquoi ce paradoxe? Parce que, pendant des décennies, le Ghana n'a jamais vraiment possédé son or. Dès la sortie de la terre, chaque gramme suivait une route tracée par des sociétés étrangères. Extraction, expédition, raffinage, vente, tout était contrôlé de l'extérieur, souvent hors d'Afrique. Pour illustrer ce mécanisme, prenons l'exemple d'une mine typique. Pendant des décennies, une grande entreprise basée à Londres extrayait l'or, le faisait transiter par Genève pour le raffiner, puis le revendait à Dubaï à un prix fixé sur des marchés internationaux. Le Ghana, lui, ne recevait qu'une infime part de la valeur totale, à peine de quoi financer quelques infrastructures, souvent bâties par les mêmes entreprises étrangères. Et ce n'est pas tout. Le Ghana ne savait même pas combien d'or quittait réellement le pays. Fraude, sous-déclaration, contrebande, tout cela était monnaie courante. L'or partait brut, jamais transformé ni vendu localement, les prix fixés ailleurs. En 2017, un rapport d'une ONG internationale estimait que le Ghana perdait chaque année l'équivalent de plus de 400 millions de dollars à cause de la fraude et de la sous-déclaration. C'est une somme qui aurait pu doubler le budget de l'éducation du pays. Ce schéma, hérité de la colonisation, réduisait l'Afrique à un simple réservoir de matières premières. Les vraies décisions se prenaient à Genève, à Londres, à Dubaï, jamais à Accra. Les dirigeants africains, parfois complices, parfois impuissants, voyaient peu défiler les chiffres d'exportation sans jamais pouvoir les vérifier. Conséquence, chaque année, des milliards de dollars s'évaporaient, laissant le continent exsangue et l'avenir de toute une population suspendue à un fil. Fermer les yeux sur ce système, c'était accepter que le Ghana reste prisonnier de son passé économique.
c'était risquer de voir partir, encore et encore, des milliards sans jamais profiter de leur éclat. Mais quelque chose allait bouleverser cet ordre établi. Car en 2025, tout a basculé. Un événement imprévu a secoué le pays, forçant chacun à se demander « Et si le Ghana reprenait enfin le contrôle de son or ?» La réponse allait changer le destin non seulement du Ghana, mais de toute l'Afrique. Et si la clé ne venait pas de l'Occident, mais du voisin d'à côté, c'est au Ghana qu'un bouleversement discret a germé, non pas dans les bureaux d'experts étrangers, mais en observant le Burkina Faso. Là-bas, Ibrahim Traoré, figure montante, a enclenché une révolution silencieuse, reprendre la main sur l'or et en faire le socle d'une souveraineté retrouvée. Prenons un instant pour revisiter ce qui s'est passé au Burkina Faso. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays a mis fin à des contrats miniers jugés léonins, a interdit la sortie d'or sans contrôle strict et a obligé les multinationales à raffiner une partie de l'or sur place. Les recettes fiscales ont triplé en moins de 2 ans, permettant des investissements dans l'agriculture, les routes, la santé. Ce précédent a montré qu'un pays africain pouvait dire non et survivre. Au Ghana, ce n'est pas la découverte d'un nouveau filon qui a tout changé, mais une refonte radicale des règles du jeu. Le Ghana Gold Board est né, une institution nationale imposant une règle claire. Chaque gramme d'or extrait devait désormais passer par ses mains. Impossible d'exporter une once sans contrôle rigoureux, sans peser, sans vérification officielle. Mais la vraie rupture est venue d'une exigence implacable. 1/5 de tout l'or raffiné, qu'il vienne d'une multinationale ou d'un petit exploitant, doit obligatoirement revenir à l'État avant toute exportation. Cette mesure, loin d'être arbitraire, garantit une traçabilité absolue. Impossible de dissimuler un lingot, chaque barre porte un numéro, chaque gramme est surveillé. Autre choc pour le secteur, exclusion totale des courtiers non agréés. Terminer les intermédiaires venus de Dubaï ou de Suisse qui achetaient au rabais, truquettant les balances et organisaient la fuite massive de richesses. Désormais, seuls les opérateurs enregistrés, soumis à contrôle strict, peuvent participer à l'exportation. Cette barrière a instantanément tari les réseaux de contrebande et forcé tout le secteur à se plier aux règles nationales. Pour illustrer la portée de cette réforme, prenons le cas d'une coopérative minière locale. Avant la réforme, ses membres vendaient leur production à un courtier étranger pour un prix inférieur de 20% au cours mondial. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles, la coopérative vend directement à l'État au prix du marché et bénéficie en retour de subventions pour moderniser ses outils d'extraction et de protection de l'environnement. Ce modèle, inspiré par le Burkina Faso mais adapté à la puissance institutionnelle du Ghana, a ébranlé toutes les certitudes. L'audace d'Ibrahim Traoré a servi de catalyseur. Elle a poussé le Ghana à croire en sa propre force, à revendiquer une souveraineté qui semblait hors d'atteinte. L'Afrique s'est regardée elle-même et a choisi de s'inspirer de ses voisins au lieu de suivre des recettes importées. Les résultats n'ont pas tardé. En quelques mois, les réserves d'or du Ghana se sont envolées. Les recettes publiques ont bondi. La transparence est devenue la règle, chaque gramme est compté, chaque transaction justifiée. La fraude qui grignotait la richesse nationale depuis des décennies a été stoppée net. Mais derrière les chiffres, c'est bien plus qu'un enjeu financier. Sans contrôle, l'Afrique continue de voir ses ressources lui filer entre les doigts, perpétuant la dépendance. Mais avec cette gouvernance nouvelle, c'est toute une puissance économique qui s'éveille. Le Ghana prouve qu'en reprenant la main, un pays peut transformer non seulement son destin, mais aussi l'équilibre des forces à l'échelle mondiale. Pour illustrer la portée de ce basculement, comparons-le au Chili du XXe siècle. Lorsque le Chili a nationalisé son cuivre en 1970, il a essuyé d'énormes pressions internationales, mais a fini par multiplier par 2 ses investissements sociaux et par 3 la scolarisation dans les campagnes. Le Ghana, en maîtrisant son or, ouvre la voie à une trajectoire similaire pour l'Afrique. Mais reprendre la main, cela ne se fait pas sans ennemis. Car toucher à l'or, c'est toucher à des intérêts puissants, prêts à tout pour préserver le statu quo. Les multinationales ont tenté de faire pression, de menacer de départ, d'alerter les médias étrangers sur une insécurité juridique grandissante. Mais la détermination du Ghana a tenu bon. Quand un peuple ose dire non, tout un continent commence à rêver. Dans les rues d'Accra, des manifestations de soutien ont salué la réforme. Sur les réseaux sociaux, des millions de messages ont circulé, appelant les autres pays africains à suivre l'exemple ghanéen. En moins d'une année, le Ghana a stabilisé sa monnaie comme jamais auparavant.
Grâce à l'or, le cedi, jadis victime de l'inflation et des marchés extérieurs, repose désormais sur une valeur concrète stockée à la banque centrale. Les pénuries de devises et les hausses de prix qui rongeaient en empêchant l'économie s'effacent. Pour la première fois depuis des décennies, l'instabilité monétaire semble vaincue. Pour donner un exemple comparatif, l'Argentine, qui n'a pas su asseoir sa monnaie sur une ressource solide, a vu son peso chuter de 80% en 5 ans. Le Ghana, lui, fait le pari inverse et récolte déjà les fruits de sa prudence. Mais la véritable révolution, c'est l'émancipation vis-à-vis du dollar et du Fonds monétaire international. Fini les négociations sous pression, fini les conditions imposées. Le Ghana s'assoit à la table du monde, fort de son or et de ses réserves. Il signe ses accords à ses propres termes. Pour la population, c'est le sentiment d'un vent nouveau. Leur avenir n'est plus mendié, il est construit. Ce modèle ne reste pas enfermé entre Accra et Koumassi. À Bamako, Lagos, Dar es Salaam, Harare, les gouvernements observent et certains passent à l'action. Le Mali réforme ses lois minières, le Nigeria audite ses ressources, la Tanzanie négocie pour ses propres raffineries, le Zimbabwe relance ses coopératives d'or. L'effet domino commence, l'Afrique, longtemps fragmentée, découvre la puissance de l'émulation continentale. Pour illustrer cette dynamique, citons la récente alliance entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour harmoniser leur politique minière et créer un fonds commun d'investissement dans la transformation locale des métaux précieux. Ce partenariat, inimaginable il y a quelques années, témoigne d'une volonté nouvelle de bâtir des chaînes de valeur africaines. Dans les rues et sur les réseaux, un nouveau récit naît chez la jeunesse africaine. Fini le fatalisme. Les étudiants parlent d'industrie, de transformation locale, de création de valeur. On ne rêve plus seulement de partir, mais de bâtir ici. Les entrepreneurs investissent la joaillerie, le recyclage électronique, la technologie des métaux précieux. Peu à peu, le sentiment d'infériorité s'efface. Une génération commence à croire que son avenir se joue ici, et par elle-même. Prenons le cas de Nana, une jeune entrepreneuse ghanéenne qui a ouvert un atelier de bijoux à Accra. Grâce à l'approvisionnement direct en or national, elle emploie 20 personnes, exporte en Europe et en Asie, et reverse une part de ses profits à un fonds pour l'éducation des filles dans sa région natale. Voilà comment la maîtrise locale de la ressource crée un cercle vertueux. Face à cette vague, l'Occident s'inquiète. Il redoute de perdre un accès privilégié à des matières premières bon marché. La perspective que d'autres pays suivent l'exemple inquiète. Les médias étrangers multiplient les critiques, dénoncent une supposée fermeture, agitent le spectre de l'instabilité. Pourtant, la réalité s'impose. Le marché ghanéen demeure l'un des plus rentables et stables du continent. Après avoir protesté, les grandes entreprises reviennent négocier, parfois à reculons mais toujours à prix fort. Pour mémoire, lorsque la Norvège a nationalisé son pétrole dans les années 70, les compagnies pétrolières américaines ont d'abord menacé de boycotter le pays, avant d'accepter finalement de signer de nouveaux contrats bien plus favorables à Oslo. Le Ghana, aujourd'hui, vit le même scénario avec son or. L'Afrique joue gros. C'est la chance historique de bâtir un modèle indépendant, ou le risque de voir la dynamique brisée par des pressions extérieures. Chaque décision pèse, chaque loi est scrutée. Mais au-delà des chiffres, c'est dans les têtes que la vraie transformation commence. Le Ghana a ouvert une brèche, mais tout reste fragile. Ce nouvel élan suffira-t-il à résister au choc à venir ? Pour transformer l'essai, il faudra renforcer les institutions, former les fonctionnaires, lutter contre la corruption et investir dans la technologie locale de transformation. Imaginons quelques scénarios d'avenir. Si le Ghana parvient à attirer des investissements dans la transformation de l'or sur place, il pourrait créer des milliers d'emplois dans la joaillerie, l'électronique, l'aéronautique. Si au contraire les pressions extérieures forcent le pays à assouplir ses règles, le risque serait de retomber dans les travers du passé. Fuite des capitaux, pertes fiscales, dépendance accrue. Et si le vrai pouvoir, c'était l'audace de réclamer ce qui nous appartient déjà ? Le Ghana l'a prouvé. Reprendre ses ressources, ce n'est pas s'isoler, c'est choisir avec qui négocier et comment partager. Ici, la souveraineté rime avec ouverture réfléchie. Contrôler son or, ce n'est pas rompre, c'est refuser de subir. Imaginez ce modèle élargi à tout le continent africain. La coopération entre nations africaines devient alors le levier décisif. Si le raffinage, la transformation et les négociations se font ensemble, le rapport de force est renversé. Unies, les nations africaines pourraient enfin fixer les règles, capter la valeur et ne plus jamais brader leur avenir. Pour concrétiser ce rêve, plusieurs étapes pratiques s'imposent.
créer une bourse panafricaine des matières premières, investir dans la formation d'ingénieurs et de juristes spécialisés dans l'extraction et la négociation de contrats, et lancer des campagnes de sensibilisation auprès des populations pour expliquer les enjeux de la souveraineté économique. Mais la réussite ghanéenne ne tient pas qu'à des lois ou à des barrières. Elle s'appuie sur des institutions solides, transparentes, disciplinées. Pas d'hostilité, mais de la rigueur et de la clarté. Voilà comment attirer des partenaires fiables et garantir que chaque gramme d'or serve le développement collectif. Plus profondément encore, le changement est psychologique. Après des décennies de doutes, une nouvelle génération ose enfin imaginer, entreprendre, bâtir une industrie africaine. L'exemple du Ghana agit comme un détonateur. Il ne s'agit plus de subir, mais de créer, d'oser, de s'organiser pour façonner un avenir à notre image. Pour que cette révolution ne soit pas éphémère, il faudra renforcer l'éducation, encourager la recherche scientifique et favoriser la création d'entreprises locales capables de transformer les matières premières en produits d'eau finie. L'Afrique du Sud, en développant sa propre industrie diamantaire, est un exemple à suivre. Plus de la moitié des diamants sud-africains sont désormais taillés et polis localement, créant des emplois qualifiés et augmentant considérablement la valeur ajoutée sur place. Voilà le défi: transformer le slogan en action. Car si l'Afrique n'embrasse pas cette dynamique, elle risque de retomber dans la dépendance, de voir sa richesse s'évaporer et de nourrir l'illusion d'une indépendance qui n'existe pas. L'avenir du continent se joue maintenant dans la capacité à transformer un succès local en mouvement panafricain durable. Mais ce chemin n'est ni simple ni garanti. Quels obstacles attendent celles et ceux qui veulent bâtir ce nouveau modèle africain? Parmi eux, citons la résistance des élites locales complices d'intérêts étrangers, la tentation de la facilité ou encore la menace de sanctions économiques venues de l'extérieur. Pour y faire face, il faudra innover, créer des alliances régionales, mutualiser les ressources juridiques et techniques et s'appuyer sur la diaspora africaine, riche de compétences et de réseaux à l'international. On l'a vu avec le Rwanda qui a misé sur la haute technologie pour transformer sa filière minière et exporter des composants électroniques. Et vous, êtes-vous prêt à croire que la page coloniale est véritablement tournée, car ce qui s'est joué au Ghana dépasse la question de l'or. C'est l'aube d'une nouvelle ère africaine, où audace et contrôle local imposent enfin leur rythme. Durant plus d'un siècle, le Ghana a vu son or quitter le sol sans jamais en tirer tout le bénéfice. Mais en reprenant la main, en refusant que d'autres dictent de son avenir, le pays prouve que le vrai pouvoir commence par la souveraineté sur ses propres richesses. Cette révolution n'est ni un hasard, ni un cadeau venu d'ailleurs. Elle est le fruit d'un choix collectif, d'un sursaut face à l'histoire et d'une inspiration puisée chez les voisins du continent. Le Ghana démontre que l'Afrique n'a pas à espérer de nouveaux gisements, ni à calquer des modèles extérieurs pour se libérer. Imaginez ce que cela représente pour chaque citoyen africain. La capacité de bâtir l'avenir, de stabiliser sa monnaie, de renforcer son économie et d'offrir une fierté retrouvée aux générations futures. Mais attention, rester immobile, c'est laisser filer cette chance et accepter de voir les autres écrire l'histoire à votre place. Le cercle est refermé, le Ghana a osé et désormais l'Afrique entière peut s'en inspirer. L'histoire enseigne que la dépendance n'est pas une fatalité, mais un choix au même titre que l'audace et la maîtrise. Alors aujourd'hui, quelle page écrirez-vous pour le futur du continent ?